C'est l'histoire d'une carrière brisée, la vôtre, Daniel. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour témoigner. Celle d'un policier qui ne retrouvera jamais son emploi. Il y a 10 ans, en effet, vous avez été victime d'un grave accident de la route au cours d'une intervention percutée de plein fouet par un véhicule. Vous souffrez encore aujourd'hui de séquelles, 10 ans de souffrance et au final, vous allez le découvrir, une proposition d'indemnisation ridicule, voire même scandaleuse. Benoît Domps vous raconte justement le combat de Daniel, combat impossible face à la toute-puissance des assurances. On est où là, Daniel? Donc on est là où le 2 mai 98, ma vie a basculé. J'étais passager arrière d'un véhicule de police, nous venions du centre-ville et nous nous dirigeons en direction de l'autoroute. Et ici, à cette intersection, un véhicule qui venait de l'autoroute nous a violemment percutés et nous a projetés vers les magasins à peu près à 30 mètres. Voici Daniel, 57 ans. 10 ans que cet homme se bat pour se faire indemniser. Un combat au quotidien face à un chauffard et sa compagnie d'assurance. C'est un accident qui m'a laissé beaucoup de traces puisque aujourd'hui j'ai perdu la vue à l'œil droit, j'ai perdu l'audition de l'oreille gauche, j'ai une fracture de la colonne vertébrale, une entorse cervicale C5, C6. Et vu que, étant fonctionnaire de police ayant 46 ans, ma vie a complètement basculé. Des séquelles irréversibles, une responsabilité reconnue. Alors pourquoi 10 ans plus tard, Daniel n'est-il toujours pas indemnisé? Pour mieux comprendre cette histoire, retour en 1995. À l'époque, Daniel est agent à la brigade anticriminalité à Paris lorsqu'il est muté dans le sud de la France. J'arrive de Paris en 1995 suite à une mutation. Et je suis un peu surpris quand d'arriver donc dans ce commissariat où il n'y a pas de brigade de nuit. Donc je décide avec les autorités donc, de ce commissariat de créer une brigade de nuit pour intervenir, faire que du flagrant délit, vol et tout ça. 2 mai 1998, 5 h du matin. Daniel est en intervention avec 2 de ses collègues dans un véhicule de police sérigraphié. Soudain, alors que le véhicule franchit un carrefour, une voiture grille le feu et vient les percuter violemment. En venant de contrôler des personnes qui avaient dégradé une cabine téléphonique, donc nous avons pris le véhicule de police et donc je suis monté à l'arrière gauche et j'ai pris une feuille pour relater tous les faits qui se sont passés la nuit. Et d'un seul coup, en une fraction de seconde, j'ai été projeté contre le siège de la conductrice, j'ai cassé le siège de la conductrice et je me suis retrouvé coincé entre son siège et le siège arrière. Et là, depuis, un grand trou noir et je me suis bloqué entre couché sur le siège, impossible de bouger. Au volant du véhicule qui a grillé le feu, un homme que nous appellerons Monsieur X. Voilà ce qu'il aurait dit à Daniel après l'accident. À la sortie de l'accident, ce monsieur il déclare « J'ai bien vu le véhicule de police, j'ai bien vu le gyrophare, j'ai bien vu le feu rouge, mais j'avais pas envie de m'arrêter. » Je me suis rendu compte qu'il aurait pu tuer 3 fonctionnaires de police. C'est vraiment un irresponsable, c'est n'importe quoi. Une déclaration pour le moins surprenante. Mais selon Daniel, cet homme ne se serait pas arrêté là et aurait tout fait pour échapper à ses responsabilités. Heureusement pour lui, une personne a été témoin de l'accident. Cette personne, nous l'avons retrouvée, c'est Dominique. Ça s'est passé que ce jour-là, j'ai assisté à l'accident de Daniel et j'ai prévenu les secours. Et dès que je suis revenu à mon camion, le gars a voulu essayer de m'acheter. Il voulait me payer pour que je témoigne en sa faveur. Et j'ai bien vu qu'il avait grillé le feu rouge. Je l'ai bien vu. Selon Dominique, Monsieur X lui aurait alors proposé de l'argent pour qu'il modifie son témoignage. En droit, cela s'apparente à de la subornation de témoins. Des faits très graves sanctionnés par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. De son côté, Dominique n'aurait pas supporté l'idée qu'une personne ait voulu l'acheter. Il maintient sa déclaration. Mais selon lui, Monsieur X n'aurait pas accepté cette décision. Je maintiens ma plainte parce que ce gars m'a harcelé, me téléphonait. C'est un comportement de voyou. Ça ne devrait pas exister, un comportement comme ça. Moi, j'ai fait mon devoir. Voilà. Écœuré, Dominique serait alors retourné au commissariat pour porter plainte pour harcèlement. Une situation incroyable, mais selon Daniel et Dominique, Monsieur X serait allé encore plus loin. Selon eux, notre homme n'aurait pas hésité à faire jouer ses relations pour faire disparaître la plainte. Nous avons retrouvé Fabienne,
À l'époque, elle travaillait au commissariat avec Daniel. C'est elle qui a pris la déposition de Dominique. Dominique m'a appelé au service pour me dire qu'il recevait des coups de téléphone fréquents. Suite à son témoignage, lui demandant de retirer son témoignage. Et je l'ai donc invité à venir au commissariat pour déposer plainte. Le lendemain, il s'est présenté, donc sa plainte a été prise. Et quelques semaines plus tard, quand Daniel a eu besoin de la plainte pour la procédure, étrangement, celle-ci avait disparu, on a été incapable de la retrouver. Qu'est devenu ce dépôt de plainte? Monsieur X aurait-il fait jouer ses relations? De nombreuses zones d'ombre subsistent dans ce dossier. En attendant, pour Daniel, la vie ne sera plus jamais la même. Retour en 1998. Daniel est grièvement blessé. Les sapeurs-pompiers sont obligés de le désincarcérer de la voiture. Tout de suite, il est pris en charge et conduit aux urgences. Le premier constat est lourd. Daniel est victime d'une fracture des cervicales et d'une double entorse. Durant 4 longs mois, il est obligé de porter une minerve. Il se retrouve alors dépendant de Fabienne, son épouse. Mais Daniel n'est pas le genre d'homme à rester sans rien faire à la maison. Il ne supporte pas cette situation. Rapidement, c'est toute la vie familiale qui se retrouve chamboulée. Plus aller travailler comme ça, ne plus avoir ce rythme, ça a été très, très difficile à gérer. Parce qu'en fait, on a bien vu rapidement que c'est quelque chose qui allait être très long. Ça aurait été un accident où il aurait été arrêté 1 mois ou 2 ou 3. Je crois qu'on aurait vu l'avenir rapidement devant nous. Et Daniel n'est pas au bout de ses peines. Semaine après semaine, le champ de vision de son œil droit se réduit. Sa vue devient de plus en plus trouble. Oui, vous voyez ces quelques marches, c'est devenu une véritable galère parce que même 5 marches, il n'arrivait plus à les descendre et à chaque fois il tombait parce qu'il n'arrivait pas à repérer la distance et je devais le tenir par la main. À 48 ans, pour moi, c'était quelque chose de difficile. C'est vraiment un calvaire d'être obligé d'être toujours derrière lui et de le seconder tout le temps. Ça, c'est vrai ce qu'elle vous dit. Plusieurs fois, je suis tombé. La dernière fois que je suis tombé, je suis tombé en bas dans les plantes et je me suis fait une déchirure de l'épaule. Voilà. Une vue qui baisse, des chutes à répétition, le quotidien de Daniel devient un véritable enfer. Le moindre déplacement, ça venait une galère pour moi, puisque j'étais dépendant de mes amis, j'étais dépendant de mon épouse. Je ne pouvais même plus conduire, parce qu'il fallait toujours que je fasse appel à quelqu'un, quoi. C'était ça mon gros problème, quoi. Mais quelques mois après, alors que le moral de Daniel est en berne, il se plaint maintenant de problèmes auditifs. Commence à faire beaucoup, parce qu'après la colonne vertébrale, après la perte de l'œil droit, maintenant l'oreille gauche, c'est vrai que ça bouleverse complètement ma vie. En août 1998, 4 mois après l'accident, Daniel tente de réintégrer l'administration, mais son état physique ne le lui permet pas. En novembre 2002, une expertise réalisée par le service médical de la police le reconnaît handicapé à hauteur de 41%. Le 1er août 2004, l'administration l'informe qu'il est impossible de le reclasser et que par conséquent, il se retrouve mis à la retraite. Quand vous avez 46 ans et que vous voyez que vous n'allez plus pouvoir faire le métier que vous aimez, eh bien c'est un peu dur. Et vu que moi, j'étais un battant, je faisais du ski, je faisais de la voile, je faisais du bateau, je faisais du vélo, je faisais du tennis, du squash. Et je vois qu'aujourd'hui c'est terminé, je ne peux plus rien faire. Et ça a complètement retourné, tout chamboulé ma vie, quoi. Ça a eu une influence importante sur notre vie de couple et la vie avec nos enfants. Parce que son caractère a vraiment changé. Le fait d'être à la maison le matin et de ne plus partir travailler et de ne plus avoir cette envie d'être avec ses collègues parce qu'il a besoin aussi d'être en compagnie, se retrouver seul à la maison, ça a été quelque chose de très dur à vivre pour nous parce qu'il a vraiment changé de caractère à ce moment-là. Parce qu'il était perturbé. Oui. Il était vraiment très très perturbé et inquiet pour notre avenir, inquiet pour l'avenir des enfants et surtout pour le sien. Mais Daniel doit réagir. Un long combat contre le chauffeur et sa compagnie d'assurance l'attend. Pendant plusieurs mois, il enchaîne les expertises et multiplie les rendez-vous pour sauver son œil droit. Nous sommes en mars 2000. Daniel pense enfin voir le bout du tunnel. La compagnie d'assurance de la partie adverse lui fait une proposition. Une transaction qui a été proposée par la compagnie d'assurance. Donc il y a un expert qui a évalué un pourcentage d'invalidité. Et la proposition a été de 2 000 €. Même pas 2 000 €. Le médecin expert de la compagnie d'assurance ne reconnaît aucune séquelle ophtalmologique en relation directe avec l'accident.
Il n'accorde qu'une indemnité de 2 000 € vu des souffrances endurées, une somme dérisoire aux yeux de Daniel. C'est honteux, avec tout ce que j'ai subi, avec une fracture des vertèbres, entorse cervicale, la perte de l'œil droit, la perte d'audition de l'oreille gauche. C'est vraiment moins que rien, on peut dire. Daniel perçoit 1 500 € de provision. Pour lui, cette somme est insuffisante au vu de son préjudice. Il attaque en justice. Le 8 décembre 2005, une première expertise médicale reconnaît la relation de causalité entre l'accident et les problèmes auditifs et visuels de Daniel. Le 5 février 2007, une nouvelle expertise médicale est mandatée par le juge. Dans ses conclusions, l'expert reconnaît que le problème de vue que rencontre Daniel est bien consécutif à l'accident. En revanche, d'après lui, le problème d'audition ne serait pas dû à ce choc. En décembre dernier, une décision devait être rendue pour clore le dossier, mais l'audience a une nouvelle fois été repoussée. Après 10 ans de combat, Daniel et Fabienne n'en peuvent plus, ils veulent trouver une solution. C'est une histoire très, très fatigante, on n'est pas reconnu comme victime, on a l'impression que la justice ne nous aide pas et il serait bon que ça s'arrête parce que c'est devenu une histoire trop longue et trop compliquée et que pour notre vie de famille et de notre vie de couple, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup perturbés et qu'on aimerait bien que ça s'arrête. Ah, c'est vrai que c'est trop dur, ça fait plus de 10 ans, ça fait 10 ans et demi que ça dure. Et puis j'espère que ça va s'arrêter un jour. Et puis on fait avec, hein, bien sûr, mais il faut vraiment que ça s'arrête, vraiment, vraiment. Daniel, nous aussi, on espère que ça va s'arrêter un jour. Est-ce que vous repensez encore à cette sinistre soirée, 5 h du matin, on est le 2 mai 1998. C'est une vie qui bascule. C'est vrai que c'est ma vie qui a un peu basculé, mais le plus dur, je pense que c'était le collègue qui a téléphoné à mon épouse à 5h15 et qui lui a dit « Votre mari vient d'avoir un grave accident et on vient de l'emmener à l'hôpital. » Elle pensait que vous étiez mort? Je sais pas, mais je pense. On a souvent l'impression que quand on est fonctionnaire, on est un peu protégé. Surtout quand on est policier, on représente la loi, on représente l'ordre. Et quand il vous arrive quelque chose d'aussi dramatique que ce qui vous est arrivé, on a l'impression tout simplement que votre corps, votre administration va vous défendre. Et que pour vous, contrairement à ceux qui nous regardent, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui viennent nous voir dans l'émission sans aucun doute, ça va être plus facile d'être indemnisé. Eh bien, pas du tout. Ah non, pas du tout. Hein. Je vais vous dire, l'administration ne vous aide pas du tout. Et ils font durer les choses. Et ils attendent qu'une seule chose, l'administration, c'est que vous arrêtez de vous battre. Voilà ce qu'ils attendent. Mais quand vous êtes battu, vous étiez policier, Daniel. Ils étaient quand même là pour vous aider. Enfin, ils devaient vous aider, normalement. Et ils ne m'ont pas aidé du tout. Il a fallu que je me batte tout seul. Et heureusement que j'avais quelques collègues et des amis qui m'ont aidé à surmonter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on aurait tout arrêté. Daniel conserve de nombreuses séquelles de l'accident de la route dont il a été victime. L'état de santé de cet ancien fonctionnaire de police ne cesse de se dégrader. Depuis 10 ans, il tente vainement d'obtenir une indemnité des compagnies d'assurance. Dans un instant, nous tenterons de lui venir en aide. Avant tout, Christophe Moulin recueille le sentiment des experts qui l'entourent sur la situation de Daniel. Un vent de révolte souffle sur le plateau. Aujourd'hui, je suis un peu exaspéré par ce comportement des compagnies d'assurance. Le parcours du combattant, de la victime, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Et finalement, derrière ça, nous payons des assurances, nous payons des cotisations sans arrêt. Et lorsqu'il faut indemniser, eh bien, on arrive aux larmes de Daniel. C'est absolument quelque chose d'épouvantable. Je me permets juste une observation, c'est que l'État est son propre assureur. C'est-à-dire, dans le cas présent, c'est l'État qui aurait dû assumer, je dirais, les poursuites et faire diligence pour que notre témoin puisse aboutir, je dirais, une indemnisation décente. Vous avez une proposition indécente qui date d'il y a 8 années maintenant. Et l'État n'a rien fait. Mais vous savez, dès que vous avez un accident, qu'on ne vous voit plus au commissariat, vous êtes un numéro, Daniel, on se fout de vous. Daniel, il a fait confiance en plus au corps médical. Daniel s'est retrouvé face au médecin expert désigné par le tribunal et face au médecin de l'assurance. Et lui, il est tout seul. Ça veut dire, et là, je pense que Jean-Christophe ne va pas nous démentir, que vous avez intérêt, et ça vous concerne, vous qui nous regardez, quand on va, même si c'est un médecin, même si on est dans notre bon droit, même si on a subi dans sa chair des douleurs. Et on ne s'imagine pas un seul instant qu'il faut se battre. Et pour autant, si, sans cesse, il faut se battre. Et à aucun moment, il ne faut faire confiance aux compagnies d'assurance. Parce que les premières expertises, ce sont les médecins des compagnies d'assurance. Alors très sincèrement, je doute un peu de leur objectivité. Il est bientôt 17h20, c'est le moment de passer à l'action. Principal objectif de notre équipe, obtenir de la compagnie d'assurance de Daniel ou de la partie adverse le versement d'une indemnité substantielle.
Avant tout, il s'agit d'interroger M. X, que Daniel désigne comme le responsable de l'accident. Sur le terrain, notre enquêteur parvient à localiser l'individu. Sans perdre un instant, Christophe Moulin demande à établir la liaison avec Benoît Domps. Benoît, est-ce que vous nous entendez? Oui, Christophe, je suis là. Comment allez-vous, Benoît? Ça va, je vous remercie. Nous sommes devant l'immeuble du logement de ce monsieur, donc ce que je vous propose, c'est d'y aller directement pour essayer d'entamer la conversation. Subornation de témoins, dissimulation de preuves. Les accusations portées par Daniel à l'encontre de son adversaire sont extrêmement graves. L'individu consentira-t-il à répondre aux multiples interrogations qui brûlent les lèvres de Christophe Moulin et de notre témoin? Voici la réponse. Bonjour monsieur, enchanté, Benoît Domps, je suis journaliste à l'émission Sans aucun doute sur TF1. Sans aucun doute. Ça vous dérange pas? Je suis avec Christophe. Surveille le chien. Oui, allez-y, je vous en prie. Christophe Moulin qui aimerait bien vous parler, c'est l'animateur de l'émission. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis avec Daniel Bressan, je suppose que ça vous dit quelque chose? Alors, Daniel Bressan, c'est une personne avec laquelle j'ai eu un accident. Un accident, effectivement, de la circulation. J'étais passager arrière d'un véhicule de police, nous venions du centre-ville. Et ici, à cette intersection, un véhicule qui venait de l'autoroute nous a violemment percuté et nous a projeté vers les magasins à peu près à 30 mètres. Moi, ce que je voudrais dans ce dossier, c'est comprendre et avoir votre version des faits, version contestée par un certain nombre de témoins. Il a été dit que dans le constat de l'accident, vous aviez vu la voiture de police, vous aviez vu le gyrophare, vous aviez vu le feu, mais que vous ne vouliez pas vous arrêter. Il y a eu un témoin de cet accident, monsieur Dominique, on va l'appeler comme ça, qui dit avoir été, menacé par vous pour qu'il retire son témoignage, et 2, que vous lui auriez proposé le jour de l'accident de l'argent pour qu'il retire son témoignage, ou du moins qu'il ne témoigne pas. J'ai prévenu les secours et dès que je suis revenu à mon camion, le gars a voulu essayer de m'acheter. Il voulait me payer pour que je témoigne en sa faveur. Quelle est votre version, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas eu de conversation avec un témoin et de toute façon, le témoin ne peut pas dire que j'ai menacé lui-même, puisque j'étais embarqué sera le mot, que j'étais amené directement de mon véhicule, dans le véhicule de police, de pompier, jusqu'à l'hôpital. Et moi, j'ai toute raison de vous croire et de croire votre version, mais nous sommes en ligne. Vous avez toute raison de croire celle de M. Bressan. C'est moins celle de M. Bresson que de ce M. Dominique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en ligne également avec nous et qui vous a écouté. Et là, j'ai un problème, j'ai un dilemme, les versions sont véritablement contradictoires. Dominique, vous avez entendu sa version. Pour lui, il n'a fait aucune pression au moment de l'accident, ni après, pas de chantage et pas de menace. Vous répondez quoi? Moi, je réponds le contraire. Monsieur a bien eu l'accident, m'a bien proposé de m'indemniser pour que je ne dise rien du tout. Et après, pour la plainte, vous nous parliez également que vous avez eu des menaces pour pouvoir retirer après votre plainte ou vos versions. J'ai eu des menaces téléphoniques et verbalement sur les lieux. Qu'est-ce que c'était ces menaces? Les menaces, c'était de ne rien dire. Alors ça, c'est pas une menace, alors c'est peut-être une injonction, ça peut être une demande, ça peut être même une supplique. Ça dépend du ton que j'aurais employé, que de toute façon, pour l'instant, je ne me remémore rien dans ce sens-là. La seule chose dont je me remémore, c'est que j'ai eu un accident, j'étais un petit peu blessé et je suis parti de suite avec les pompiers à l'hôpital. Écoutez, la seule chose que vous m'avez proposée, c'est de l'argent. Alors, écoutez, je voudrais, il y a autre chose aussi, c'était la disparition d'une plainte. En ce qui concerne cette plainte qui aurait disparu, élément essentiel pour Daniel, quelle est votre version, vous? J'aurais également été au commissariat subtiliser une plainte. Non mais là, ça fait rire qui? Personne, c'est vrai. Alors, je conteste le témoignage de M. Dominique. Écoutez, moi, j'aimerais, parce que de toute façon, ça restera parole contre parole et on appréciera... Non, c'est pas parole contre parole, cher monsieur, c'est écrit contre je ne sais pas quoi, d'ailleurs. C'est comment vous dites? Puisque moi, les écrits, c'est les jugements. Notre interlocuteur maintient sa version des faits. La perspective d'une issue favorable s'éloigne. N'y tenant plus, Daniel interrompt la conversation. Il prend à partie l'individu. C'est Daniel au téléphone, la personne à qui vous avez eu l'accident. Je vais vous dire, vous savez, aujourd'hui, j'ai perdu la vue de l'œil droit, je n'ai plus qu'un œil. J'ai perdu l'ouïe, l'oreille gauche.
J'ai une fracture de la colonne vertébrale et une double entorse cervicale dans l'accident. Et aujourd'hui, je suis presque en instance de divorce avec ma femme. Qu'est-ce que vous trouvez à redire à ça aujourd'hui, monsieur? Ma femme ne supporte plus mon caractère à cause de cet accident. Alors, faut trouver un arrangement aujourd'hui. Et j'attends de vous des excuses. Et sur ce plateau. 10 ans après les faits, le chauffard reconnaîtra-t-il sa faute? Rien n'est moins sûr. Mais vous foutez de la gueule du monde! Oui, je me fous de la gueule du monde. Mais vous grillez le feu D'accord, alors rouge. la conversation est terminée. Merci beaucoup. Mais Au c'est revoir. hallucinant! Ce mec est génial! Il grille le feu rouge, il fait pression sur des gens. Enfin, je veux dire, c'est absolument fabuleux! Parviendrons-nous à résoudre les difficultés de Daniel? Notre victime entreverra-t-elle enfin le bout du tunnel? La réponse dans un instant. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Daniel. Victime d'un grave accident de la route dans l'exercice de ses fonctions, cet ancien policier se bat contre une administration qui refuse de l'indemniser et contre un chauffard qui nie toute responsabilité. Sur le plateau de Sans aucun doute, Christophe Moulin s'entretient avec l'individu. Notre victime prend la parole. C'est Daniel au téléphone, la personne à qui vous avez eu l'accident. Je vais vous dire, vous savez, aujourd'hui, j'ai perdu la vue de l'œil droit, je n'ai plus qu'un œil. J'ai perdu l'ouïe, l'oreille gauche. J'ai une fracture de la colonne vertébrale et une double entorse cervicale dans l'accident. Et aujourd'hui, je suis presque en instance de divorce avec ma femme. Qu'est-ce que vous trouvez à redire à ça aujourd'hui, monsieur? Ma femme ne supporte plus mon caractère à cause de cet accident. Alors, faut trouver un arrangement aujourd'hui. Et j'attends de vous des excuses. Et sur ce plateau. Pourquoi devrais-je avoir des excuses à faire, même si c'est regrettable? Là, il y a une confusion de plusieurs choses. Et ça me contrarie tellement que je préfère rester sur la position que je viens de dire. Attendez, je vous ai bien entendu, là, c'est vous, monsieur, c'est vous qui êtes contrarié. Vous avez provoqué un accident de la route. Il y a une personne aujourd'hui... Attendez, excusez-moi, on est deux dans un accident. Mais à un moment donné... Mais qu'est-ce qui prouve que la personne qui conduisait, qui est une jeune femme, si je me souviens bien, n'a pas eu le réflexe de s'arrêter? Mais vous grillez le feu rouge. Mais vous foutez de la gueule du monde. Oui, je me fous de la gueule du monde. Mais vous grillez le feu D'accord, alors rouge. la conversation est terminée. Merci beaucoup. Mais c'est hallucinant. Ce mec est génial. Il grille le feu rouge, il fait pression sur des gens. Enfin, je veux dire, c'est absolument fabuleux. Vous savez, le plus terrible dans cette affaire, ce que je vois, c'est que le témoin, conducteur du camion, est arrêté au feu rouge. Et lui, il passe le feu et il nous voit avec le gyrophare. Et il vient nous percuter. S'il nous percute en pleine travers, c'est 3 morts dans la voiture. Une mère de famille et 2 pères de famille. Et je pense que ça, aujourd'hui, de toute façon, il ne va pas l'emporter au paradis, c'est moi qui vous le dis. En coulisses, les équipes de Sans aucun doute s'emploient à rétablir le dialogue avec l'adversaire de notre témoin, malheureusement sans succès. Il est 18h, les minutes s'égrènent. Le problème de Daniel n'est toujours pas résolu. Nos espoirs reposent désormais sur sa compagnie d'assurance. Toutefois, notre marge de manœuvre est étroite. Hors antenne, une réunion s'organise entre Christophe Moulin, Daniel et nos experts afin de définir un plan de bataille. Par contre, le problème, c'est que l'avocat bloque, tu vois, c'est ça. Une demi-heure plus tard, nous contactons l'établissement. La conversation s'engage avec un responsable du service communication. Est-ce que vous pouvez nous trouver quelqu'un au service contentieux, au service juridique de votre grande compagnie d'assurance? Assez urgemment, ce serait très gentil à vous. Je vais voir ce que je peux faire. Là, vous êtes sur mon téléphone portable, donc de toute manière... Comme ça, justement, vous pouvez peut-être, hop, aller dans le bureau d'à côté. Le mieux, ce serait que je puisse rappeler quelqu'un. Vraiment, je compte sur vous, madame. J'ai besoin de vous. Vous êtes le rouage essentiel pour essayer de trouver une solution économique. Daniel a besoin de cet argent. Aujourd'hui, cette affaire, ce drame qu'il vit depuis 10 ans, a des incidences sur sa vie privée. Et je voudrais tout simplement, à titre personnel, pour Daniel, que ça cesse. 1 heure s'est écoulée et toujours aucune nouvelle de la compagnie d'assurance. En coulisses, le docteur Courtois tâche de joindre un interlocuteur compétent au siège de l'entreprise. Il semble que des consignes aient été données. Notre spécialiste se heurte au barrage d'une secrétaire récalcitrante. Je suis le docteur Courtois, vous comprenez bien que je ne vais pas m'embêter à placer par votre plateforme. Mais c'est pas grave, c'est pour une émission de TF1, c'est pour un assuré qui va être sûrement content quand je vais lui donner votre réponse, madame. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Dominique Courtois s'arme de patience. Finalement, il parvient à joindre le directeur de la compagnie, mais l'individu refuse d'intervenir à l'antenne. Toutefois, les 2 hommes trouvent un terrain d'entente. À l'issue de cette conversation, nous contactons l'avocat de Daniel, Maître Lopez. C'est à lui que revient la responsabilité d'entériner l'accord avec la compagnie d'assurance. Je voulais vous dire, nous avons eu les
Nous les avons eus en régie parce qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer sur le plateau de Sans aucun doute. Et semble-t-il, ils sont d'accord pour arriver à un accord à l'amiable, à condition que vous puissiez vous en occuper, rencontrer les avocats de ce grand groupe d'assurance le plus rapidement possible, peut-être même dès la fin de semaine ou la semaine prochaine, et le tout avec le docteur Courtois. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette procédure? Tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème. J'aime autant que les choses reviennent dans le sphère de la procédure engagée. Et du droit. Et du droit. Voilà. Dès que M. Bresson est rentré chez lui, il prend un rendez-vous, on bâtit cette transaction. Je prendrai mes instructions auprès de M. Bresson comme je l'ai toujours fait et on ira, tel est son souhait aujourd'hui, dans le sens d'une transaction. D'accord, merci. M. Bresson sait que j'ai le sens de la transaction et du compromis. C'est dans ma culture, il n'y a aucun problème. Je vous en remercie beaucoup, maître, de nous épauler dans cette démarche. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bonne continuation, au revoir. Objectif atteint. Grâce à l'action de Sans aucun doute, un nouvel avenir s'offre à Daniel. Donc c'est bon, on arrête les procédures. Tout à fait. Si on peut négocier à l'amiable avec du sonnant et du trébuchant, on prend? Eh bien, on prend, hein, comme on dit, vaut mieux un bon procès à l'amiable qu'un... Difficile combat Voilà. qui mène nulle part. Je vous la fais un peu à Vaut l'envers. mieux une mauvaise transaction qu'un mauvais procès. Exactement. Donc, eh bien, je pense que Dominique, vous restez en contact avec Daniel. Daniel, vous acceptez que Dominique vous aide, Très bien. vous soutienne, Oui, vous oui, escorte. Tout à fait. Alors, c'est peut-être pas du squash, du bateau, de la moto ou autre, mais c'est peut-être de vous occuper de votre petite famille. Oui, et surtout de pouvoir voyager et profiter de mon épouse. Exactement. Et avec l'argent que vous allez pouvoir récupérer très rapidement. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Alors, 30 ans de vie commune, 16 ans de mariage. Je ne sais pas si votre épouse m'entend, il est hors de question pour des difficultés comme ça. Même si là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Oui. Madame est là. Voilà. Voilà. Venez me voir parce que là, on est dans un moment, c'est important quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de il a un sale caractère, on l'a vu, je vais le quitter. Il est devenu infernal depuis 10 ans. Mais c'est pas une raison. Mais si. Mais vous êtes habitué à lui, vous allez aller... Ah non, mais avant, il était gentil, tout allait bien. Mais si on arrive à résoudre le truc, il va devenir gentil. J'espère bien. C'est pour ça que je compte sur vous. Vous savez, on fait des promesses, qu'on signe, qu'on acte, des reconnaissances de dettes. Là, si quand on va réussir à résoudre ce cas, il nous fait une reconnaissance, non pas de dette, mais comme quoi il va être sympa, voilà. Il va faire la vaisselle, il va faire le ménage. Le ménage, c'est un peu dur avec un œil, parce qu'on ne voit pas les traces. Oui, alors Daniel, quand même, peut-être pas exagérer non plus. Hein, on est d'accord, le ménage, on peut peut-être faire le ménage. Donc s'il s'engage, c'est bon, vous restez. C'est bon. Ouais. Bon, embrassez-le, faites une grosse bise, ça ferait plaisir. Voilà. Bravo. Et rien que pour ça, on va se battre pour que vous puissiez toucher des indemnisations. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous et à toute l'équipe. Bon retour